Aujourd'hui, je vais enregistrer la séance. C'était qu'on fasse un peu les révisions. Moi, Tu assistes, Lorraine? Ouais. Ok. Je voulais aujourd'hui insister sur le chapitre 11. Je voulais faire le chapitre 11 aujourd'hui. Mais avant de faire le chapitre 11, ça serait bien de me dire un peu ce que vous voulez faire avant. Est-ce que vous avez des questions particulières sur vos cours? Théo, c'est clair? Juliette, tu voulais voir un truc particulier? Les lysosomes? Ouais. Alors, ok. Donc, on va faire un petit topo sur les lysosomes. Donc, vous allez dans votre polycope. Alors, on va commencer, je vais vous dire. Alors, vous allez prendre votre figure 19. Votre figure 19, donc, du chapitre 8. Donc, je vais voir un peu ces schémas avec vous. Ce qui est très important dans cette figure 19, c'est les différents stades, en fait. Les différents stades de l'endosome. Okay, je vous rappelle qu'il y a l'endosome précoce, l'endosome tardif, le MVB, okay, qui a un pH à 6,5. Et après, il y a l'isosome. Okay, et dans tous les cas, l'endosome, comme son nom l'indique, l'objectif de l'endosome, quand une molécule passe par l'endosome précoce, c'est qu'à la fin, il aille dans le lysosome, okay, dans un souci de digestion. Et surtout, l'objectif du lysosome, c'est de digérer ces molécules-là pour qu'après elles sortent. L'objectif, c'est pas que le lysosome prenne ce côté-là de la molécule et la garde chez elle. Non. L'objectif, c'est que le lysosome sorte après, la molécule sorte par le lysosome. Attention, regardez bien, alors je crois que c'est le schéma juste après. Voilà, la figure 21. Dans la figure 21, on constate que lorsqu'elle va sortir, cette molécule-là, que ce soit un acide aminé, que ce soit un lipide, un acide gras, du cholestérol, ça sort par des perméases. Okay, donc la perméase va permettre à l'élément de sortir du lysosome. Okay, bon, c'est donc pourquoi je dis ça, c'est pas une déformation de la membrane, c'est ça que je veux dire. C'est pas juste ça va pas sortir avec une vésicule recouverte de clatrine ou de cavéoline ou autre. Okay, ça sort vraiment par des perméases. Dans votre schéma à côté, la 22, c'est ça 22, 23 dans le 23, donc, alors dans le 22, vous vous souvenez, on l'a vu 20 fois ce schéma, hein, dans la figure 22, on constate que pour aller au mannose 6-phosphate, pour aller au lysosome, il faut avoir un mannose 6-phosphate. Donc le mannose 6-phosphate, c'est le signal d'adressage au lysosome. C'est-à-dire que pour aller au lysosome, il faut impérativement avoir un mannose 6-phosphate, mais pas que. Ici, dans ce schéma de la figure 22, okay, on constate que dans ce schéma de la figure 22, on a la protéine qui est soluble. Okay, cette protéine qui est soluble, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir son signal d'adressage qui est le mannose 6-phosphate, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'elle a besoin d'un récepteur. Ce récepteur membranaire, c'est la deuxième condition, okay, pour qu'elle soit exportée vers le lysosome. Et là, ici, quand on part du TGN, du Golgi, on passe, okay, grâce à une vésicule recouverte de clatrine. Okay, donc revêtement de clatrine, on a vu les revêtements les dernières fois, et on va vers le lysosome. Alors, chemin direct, peu importe, mais mannose 6-phosphate, c'est un signal d'adressage du lysosome. Et dans la figure 23, ok, dans la figure 23, alors juste une parenthèse dans la figure 21, excusez-moi, et ça va faire rebondir sur la figure 23, quand on rentre directement dans le lysosome,
Okay, vous rentrez quand une molécule rentre directement dans le lysosome, parce que c'est possible, parce que je répète que pour entrer dans le lysosome, on va avoir les 4 étapes tout à l'heure, mais dans la figure 21, on voit qu'il est HSP, okay, les chaperons HSE70 vont aider à ce qu'un élément puisse rentrer dans le lysosome. Okay, donc cet élément-là qui va rentrer dans le lysosome, est vraiment capital en fait parce que c'est grâce au HSP. Et vous vous souvenez, un autre schéma où on avait vu que les chaperons aidaient à l'entrée dans le lysosome? Il y a un autre schéma qui nous montrait que... Pardon? La 24, oui, mais un schéma qu'on avait vu avant. Alors c'est très simple. Le schéma qu'on avait vu avant, vous vous souvenez quand on parlait du protéasome? Alors regardez la figure 5 du chapitre 4. Dans votre figure 5 du chapitre 4, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que lorsque la protéine elle va dans le protéasome, elle est ubiquitinylée, polyubiquitinylée. Voilà. Mais quand le protéasome ne suffit pas, elle ressort. Vous vous souvenez? Elle ressort. Hein? Oui. Oui, c'est celui-là. Ah, ouais. Elle ressort du protéasome, ok, et va après vers l'isosome. Et on a vu que l'adressage vers le lysosome est aussi effectué, aidé par les HSE70, okay, par les chaperons. Okay, donc ça va permettre de rentrer directement. Donc finalement, si on reprend ce qu'on vient de dire depuis le début, dans le lysosome, on a vu 2 entrées classiques. Une entrée, endocytose, endosome précoce, endosome tardif, lysosome. Ça, c'est à travers le flux vectoriel membranaire et permanent. Et deuxième possibilité, on peut rentrer à travers directement grâce à une perméase et grâce à l'action des chaperons. Okay, donc ça, c'est les 2 voies. On va retourner à la figure 23 du chapitre 8. On va retourner à la figure 23 du chapitre 8, c'est celui-là, voilà, exactement. Ok, donc je répète, il y a les 2 entrées qu'on vient de dire à l'instant. On va les détailler un peu, ces 2 entrées. Ok, donc la première, dans le premier, l'endocytose. Il y a l'endocytose qui peut être soit de cavéoline, soit de clatrine. Okay, je rappelle que la cavéoline ne se fait jamais déshabiller. Il n'y a pas de déshabillage de la vésicule de cavéoline. Puis après, par contre, il n'y a pas de déshabillage, mais ça fusionne avec un endosome. Okay, à la fin, alors ne me demandez pas pourquoi, comment, okay, ça fait partie un des mystères de la chose, mais lorsqu'on a la cavéole qui arrive à la fin, elle va aller avec un endosome précoce. Je crois que le pH, il est à 7,4 ou 7,5, je ne sais pas, mais le pH de l'endosome précoce, il est à peu près 7,4, comme le cytosol. 7,4. Puis, classiquement, on a l'endocytose avec vésicule de clatrine. Donc là, déshabillage, HSE70, avec toutes les questions qu'on peut vous poser ici. Alors là, on imagine, si on pose des questions sur ce schéma au niveau de la membrane plastique, on dit est-ce qu'on peut avoir une dynamine? Bah oui. Alors, et je crois qu'il y a des possibilités aussi qu'il n'y en ait pas de dynamine. Ok, voilà. Donc ça aussi, si on vous dit il est possible qu'il n'y ait pas de dynamine, on ne dit pas faux, il y a tout le temps de dynamine. Non, c'est possible qu'il n'y ait pas de dynamine à ce niveau-là. Puis, encore une fois, endosome précoce, endosome tardif. Alors, qu'est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y a une chose que vous savez sur l'endosome tardif, à part qu'il y a un pH avec de 6,5? Est-ce qu'il y a un élément particulier que vous aviez retenu sur l'endosome tardif? On l'a vu dans un autre schéma. Je vais essayer de vous dire. Exactement. Concernant le CMH. Alors, vous me rappelez la figure quoi? Ah ben juste avant. Exactement. Alors, ça c'est très important. Vous vous souvenez donc, alors, je ne sais pas si elle a insisté en cours cette année sur ça. Vous ne vous souvenez pas? Bon. Il y a 2 CMH. CMH type 1, CMH de type 2. Bon, CMH de type 1, classiquement, c'est que elle va choper son antigène dans l'ORE. Ça, c'est ce que vous avez vu d'ailleurs dans la figure 5 du chapitre 4 qu'on a vu à l'instant. Quand le peptide antigénique qui passe par TAP, il va être coupé par ERAP. Le CMH1 qui lie de manière non covalente d'ailleurs, vous vous souvenez, non covalent,
va le prendre pour le ramener au lymphocyte CD8 par le flux vectoriel, membranaire et permanent. Ça, c'est le truc classique. Je rappelle juste une parenthèse, CMH, c'est quelle superfamille? Famille des immunoglobulines, c'est-à-dire boucle extracellulaire, pendisulfure. Ouais, on est clair? Bon. Ici, le CMH de type 2, lui, c'est le même but, hein, c'est un présentateur d'antigènes. Mais le CMH de type 2, lui, qui est dans le RE à la base, lorsqu'il va fixer son antigène, il ne va pas le fixer dans le RE, mais il va, à travers le flux vectoriel membranaire et permanent, aller dans le J, puis aller dans l'endosome. Et ce n'est que dans l'endosome que le CMH va permettre de fixer l'enzyme tardif, va fixer son antigène. Puis après, deuxième étape, il va permettre d'aller, via une exocytose, le présenter au lymphocyte CD8, CD4. Alors, il me semble qu'elle est sous forme de exosome. Bon, c'est juste qu'il y a une partie de la membrane plasmique qui se barre à l'extérieur. Ça ressemble un peu à une apophynie, mais bon, vraiment bien fait. OK? Donc ici, c'est le MVB, c'était la parenthèse sur le MVB. Donc on a vu les deux possibilités pour entrer dans le lysosome, soit endosome précoce, endosome tardif, et puis lysosome. Soit deuxième possibilité, directement via un chaperon, qui rentre directement via une perméase. Les 3 et 4 possibilités pour nourrir, se rentrer dans les lysosome, c'est la phagocytose. Ça aussi, vous le connaissez, donc la figure 16 du chapitre 1, là où on voit bien la phagocytose avec le macrophage sans réaction inflammatoire. Vous vous rappelez l'apoptose? Non. Donc l'apoptose, il y avait le macrophage et ce débris cellulaire, comment il va aller jusqu'au bout, jusqu'au lysosome. Donc la destination finale d'une phagocytose, c'est un lysosome. Okay, bon. Et enfin, quatrième voie d'accès au lysosome, on revient à la figure 23, c'est l'autophagie. L'autophagie, c'est le suicide de l'organique qui va utiliser les voiles hyaloplasmiques qui proviennent du TGN, du RE et même de l'enveloppe nucléaire. Donc ces débris ces membranes de ces organiques-là vont permettre l'autophagie de faire les citernes en question. Okay, et donc à la fin, la digestion aboutit à une... C'est quoi? Autophagosome? Autophagosome, et ce qui va permettre donc, encore une fois, à aboutir à un lysosome. Il y avait un dernier schéma. Alors oui, et dernière chose sur ce schéma à savoir, c'est que tout ce qui est endo et phagocytose, pendant la mitose, c'est le calme plat. D'accord? Donc la mitose, lors de la mitose, on a une diminution de tout ça. Alors, on a aussi une diminution, on va faire quoi? De la transcription, de la traduction. Et pendant la mitose aussi, on a beaucoup de phosphorylation. Vous vous souvenez, ça, c'est le chapitre 11 qu'on va voir. Et voilà, il y a tout ça pendant ces trucs-là. Alors, il y avait une dernière chose sur le lysosome, mais pour moi, qui n'est pas très important. Alors, la figure 26, est-ce qu'elle a insisté ça en cours, la figure 26? Pas tellement. Alors, la figure 26, moi, je ne pense pas qu'elle soit hyper importante, mais dans la figure, si on constate dans ce schéma, on constate que les macrophages font une phagocytose de particules qui sont non biologiques. Et en fait, quand il y a une phagocytose d'une particule qui est non biologique, ça va entraîner la mort du macrophage. Donc c'est quelqu'un qui avale de travers quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que classiquement, on a la particule minérale qui arrive, la phagocytose classique avec les voiles hyaloplasmiques, et commence à la digérer, mais on voit que ça ne marche pas, et donc il va y avoir une rupture de la membrane d'enveloppe avec évacuation de tout le cytosol et destruction de l'alvéole ici pulmonaire. Donc, je ne sais pas, dans l'exemple d'inhalation pulmonaire de particules minérales. Voilà, bah exactement, en fait, c'est voilà, à peu près ça, en fait, avec le travers, entre guillemets, si vous inhalez un truc qui est non minéral,
non biologique en tout cas, ben, ça peut créer ça dans vos alvéoles. Il va tenter de se défendre, mais ça va pas marcher. Okay, donc, pas besoin de vous dire que tout ce qui est macrophage, phagocytose, tout ça, c'est tous les phénomènes actifs. Consommation d'ATP, parce qu'il y a une déformation du cytosquelette. Je n'ai même pas besoin de vous l'apprendre, c'est du classique. Ok? Est-ce qu'il y avait un truc supplémentaire que tu veux voir, Juliette? Non, c'est bon? Alors, Catherine, tu veux voir quelque chose de particulier? Alors que j'attaque le chapitre 11. Alors, je vous rappelle juste pour le chapitre 10. Pour le chapitre 10, je veux que vraiment, et je vous ai envoyé un schéma d'ailleurs sur ce cours-là la semaine hier. Okay, donc, sur la figure 4 du chapitre 10, ça fait parfaitement. Ok, je l'ai expliqué la dernière fois en cours, mais je le répète. Dans cette figure 10, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans ce schéma, on a une fibre nucléosomique. Donc, on a l'ADN. L'ADN, la figure 4 du chapitre 10. L'ADN, lorsqu'il va vouloir faire une transcription, c'est-à-dire qu'on prend un exemple classique. Un individu mange du sucre, il y a l'insuline qui est déjà présente, qui va jouer son rôle, mais il en mange trop. Donc on va avoir un FRT qui va être activé pour aller vers quoi? Vers le nucléoplasme, avec un NLS, etc. On imagine le FRT qui va aller sur l'ADN pour fabriquer de l'insuline supplémentaire. Ça, c'est le cas classique de ce qu'on appelle le rétrocontrôle. Okay, le principe du FRT. Mais pour que le FRT arrive sur l'ADN, il faut que l'ADN soit en mesure de pouvoir être fonctionnel. Okay, un ADN fonctionnel, alors, un ADN par exemple qui est tout condensé, ça ne marche pas. Donc, un ADN qui est sous forme de solénoïde, ça ne marche pas, ça fonctionne pas. Donc, l'ADN, forcément, okay, il est sous forme active. Donc, déjà, c'est quoi le nom d'un ADN actif qu'on s'appelle? Le chromatine, d'accord, mais ça s'appelle chapelet de perles. Je voudrais rappeler avec les. C'est pour ça que dans la figure 2, d'ailleurs, c'est un peu faux, quoi. Il y a un chapelet de perles alors que c'est hyper condensé. Vous voyez dans le chapitre 2 en haut? Bon, pour moi, c'est une erreur, mais bon, disons que voilà. Mais ici, on a un ADN qui est hyper condensé, et en fait, dans la figure 4, on a la présence de l'ADN qui est pas condensé, et surtout qui est accroché à la matrice nucléaire via des mares. Je rappelle que les mares, ce sont des régions de l'ADN qui vont permettre de l'accrocher à la matrice nucléaire pour en faire une boucle fonctionnelle. Okay, c'est ça le rôle des mares. Vous utilisez le glossaire que je vous donne, que je vous ai donné à début d'année? J'aimerais que si vous n'utilisez pas ce glossaire-là, je vais vous le remettre si vous le souhaitez, mais normalement il est sur le groupe, que vous faites-toi le plaisir, même, je pense qu'il n'y a que des mots importants. Par jour, vous révisez une lettre du glossaire. Et tous les A, tous les B, tous les C, vous faites ça en 24 jours, vous avez fait le tour et encore. Il y a le Z, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais faites 2 lettres par jour, c'est vraiment sympa, ça vous fait réviser bien les choses. Donc, à mon avis, Mars, ça y est. Et ben, Mars, ça vous dit exactement. Et rappelez-moi, le Mars, il est où sur l'ADN? Il est en 5'. Vous avez la figure dans le chapitre 9. Chapitre 9, chapitre 9, figure 15, on voit que les mares, okay, les mares se situent sur la fibre nucléosomique, sur l'ADN. Ils se situent donc en 5'. Okay. Donc le mare, il est à ce niveau-là. Donc, encore une fois, je répète, c'est une région de l'ADN de liaison à la matrice nucléaire. Clair comme de l'eau de roche. Et donc, lorsque les mares sont utilisées et que l'ADN il est en boucle fonctionnelle, là, à ce moment-là, le FRT, qui vient en dimère, vous vous rappelez, le FRT, il arrive en dimère, et le complexe de transcription, parce qu'encore une fois, c'est un couple qui arrive, c'est le FRT qui arrive pour dire bah, qu'est-ce qu'il faut fabriquer, et l'ARN polymérase qui va être l'exécutant. L'ARN polymérase numéro 2 va être l'exécutant, celui
qui va faire en sorte que on fabrique telle molécule ou telle molécule. Okay. Donc, à partir du moment où il y a le FRT en dimère qui arrive avec l'ARN polymérase, il va se fixer sur des régions spécifiques. Alors là, excusez-moi, je fais des infos. On revient à notre figure du chapitre, du chapitre 9. Je sais plus quoi, la figure 15. Voilà, dans la figure 15, on constate quoi? Que le FRT, lui, va aller sur la région régulatrice de transcription, alors que l'ARN polymérase va aller sur le promoteur. Donc ça, je veux vraiment que vous le sachiez hyper bien parce que il faut savoir. Mais donc ça, enfin, je pense que notre cours d'ADN, un an. Vous voyez ça rapidement, cours d'ADN? En UE1? Oui, en UE1. Ah, d'accord. En UE1, normalement, non? Ils ne nous disent pas vraiment FRT sur Non, d'accord, mais tous ces noms-là, promoteurs, qu'est-ce qui se passe pour la traduction? C'est un classique pour moi. Moi, je me rappelle à l'époque, quand ce schéma est tombé d'ailleurs, parce que moi, je vous dis, il me marque jamais parce qu'il est tombé à mon année. Un truc comme ça, il ne tombe jamais. Je n'avais même pas appris, enfin, j'avais sauté un schéma comme ça aujourd'hui. Bon. Bah, ce schéma, vous regardez à la je crois, 2007, 2008, moi je suis passé. Ben, en 2008, quand ce truc, moi j'ai répondu pratiquement qu'avec mes cours d'ADN. Je ne savais pas, ils posaient des questions. Il y avait juste on revient, donc, on voit qu'à ce point, et on a une courbure de l'ADN. Donc la courbure de l'ADN, il y en a une double courbure, va permettre à l'ADN donc de fabriquer, grâce à l'ARN polymérase, faire la transcription et donc fabriquer les ARN messagers. Alors c'est très intéressant, je vais vous lire juste le petit texte qui est en dessous, c'est intéressant de bien avoir pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc les FRT se fixent directement sur le double brin d'ADN. Bon, donc le FRT va se fixer, donc le FRT c'est une partie protéique, va se fixer sur l'ADN directement, au niveau des boucles fonctionnelles. Okay, bah, il faut que l'ADN soit fonctionnel. Cette fixation induit une courbure de l'ADN, première courbure. Par ailleurs, la fixation du complexe de transcription sur le promoteur, donc le complexe de transcription sur le promoteur, induit une seconde courbure. Alors voilà, la seconde courbure est obtenue dans un deuxième temps lorsque le complexe de transcription avec l'ARN polymérase 2 se fixe. Ces deux courbures permettent au FRT de réguler la transcription grâce à un rapprochement dans l'espace. Okay, on comprend bien. Permettant une interaction FRT avec le complexe de transcription. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est le genre de questions aussi qui tombent. Il y a, au moment de cette transcription, une liaison qui se fait, un rapprochement et vraiment un lien qui se fait entre le FRT, le complexe, l'ARN polymérase 2. Okay, parce que ça fait une boucle et ça va permettre aux deux de se mettre. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous, sur le groupe WhatsApp, vous avez des choses enfin, sur le Zoom, vous avez des choses à dire. Mais voilà. OK? Bon. Chapitre 11. Qui l'a fait, le chapitre 11, déjà? D'accord. Et franchement, allez-y. Hein. Là, je vous en supplie. N'attendez pas le dernier moment de faire le chapitre 11, c'est une connerie. Faites même 3-4 schémas par 3-4 schémas et même vous regardez mes vidéos, je crois que j'ai 2 vidéos sur le chapitre 11 sur YouTube, mais n'attendez pas la dernière minute, c'est une belle bêtise. Alors dans le chapitre 11, bon, le figure 3, juste, c'est très important parce que dans le chapitre 11, il faut le regarder par différents thèmes. Et dans les figures 3, puisqu'il y en a 3, on vous montre les 3 thèmes qu'on va avoir dans le chapitre 11. Premier thème, c'est, on va le voir dans le désordre, c'est un truc que vous connaissez classiquement dans la petite 2. Ici, on a un ligand qui va être sur un récepteur.
ça va induire une réponse biologique à l'intérieur et ça va avoir des effets sur le cytosol ou sur le noyau. Ça, des tonnes d'exemples. On a vu quoi? On a vu le LDL qui va se fixer sur le récepteur LDL. On a l'acétylcholine sur le RCPG. On va voir l'insuline qui va aller sur le récepteur tyrosine kinase. Bon, il y a des tonnes de choses. Donc, en gros, c'est un truc classique. Il y a le ligand qui va aller sur le récepteur et le récepteur qui va avoir un lien fort avec l'intérieur. Bon, c'est une sorte de presque de bon, je sais pas ça, mais comme une transduction mécanochimique. J'ai un effet à l'extérieur et je le mets à l'intérieur. Ça, c'est le truc classique. Dans la partie, enfin, sur le figure numéro 3 du figure 3, donc page 157. En haut, là, on constate quoi? On constate, ici, on est en présence d'un signal liposoluble. Donc, le premier, c'était hydrosoluble, c'est-à-dire que pour aller dans la membrane plasmique, il a besoin impérativement d'avoir un récepteur. Ici, pour aller dans la membrane plasmique, il est liposoluble, donc il est hydrophobe, donc il passe comme rien dans la membrane plasmique. Et en fait, il va avoir besoin d'un récepteur, mais ce récepteur, il est cytosolique, il est nucléaire. Donc ça, c'est exactement le cas de l'hormone que vous connaissez, de l'hormone stéroïde, qui se fixe sur le récepteur ABCDE, qui va se fixer sur le domaine E. Il va avoir une dimérisation du récepteur, fixation à l'ADN, transcription ARN, protéines. Okay. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose aussi que vous avez vu, mais qu'on va un peu plus détailler dans ces schémas-là. Et donc, on a encore une fois, le signal liposoluble qui va avoir un effet à l'intérieur, mais lui, il n'a pas le même fonctionnement. Il a vraiment son fonctionnement propre avec activation d'un récepteur nucléaire. Okay. Réponse lente, réponse rapide, bon, on s'en fout un peu, c'est pas ça le plus important. Et enfin, dans la figure 1, donc juste avant, on constate là que ce n'est pas un signal liposoluble, ce n'est pas un signal hydrosoluble, c'est un signal gazeux. Donc lui, il n'a besoin ni de récepteur, ni rien du tout. Donc il va passer par diffusion à travers la membrane plasmique. Et là, c'est chaque fois la même chose, c'est qu'il va activer dans chaque fois la guanylate cyclase, qui va augmenter le GMP cyclique. Et lorsqu'il va augmenter avec le GMP cyclique, quand il va augmenter le GMP cyclique, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un effet. L'effet, ça va être de modifier, ça va provoquer soit une relaxation, par exemple, soit ça va faire pas mal de choses. Mais ici, c'est le cas, par exemple, du NO, du monoxyde d'azote, qui va aller donc, qui va activer le GMP cyclique, qui va provoquer une vasodilatation. Ça fait partie des derniers schémas que vous allez voir aussi. Donc, soit signal gazeux, soit liposoluble, soit hydrosoluble. Dans tous les cas, on va étudier chaque thème. J'aimerais étudier, à contrario, parce que c'est un truc que vous êtes censé connaître, j'aimerais étudier quelque chose que vous ne connaissez pas, je vais un peu avancer. Alors, toute la première partie, c'est sur les récepteurs membranaires. RCPG, il y en a 3, RCPG, tyrosine kinase et récepteur cationique à 4 domaines transmembranaires. Oui. RCPG, c'est 7 domaines transmembranaires. Récepteur tyrosine kinase, c'est 1 domaine transmembranaire. Et le 4 domaine transmembranaire, c'est le récepteur cationique. Donc ça, vous allez les voir au fur et à mesure dans tout le polycom. Ça jusqu'à la figure, jusqu'à figure 12 et même figure 15. Alors, on va juste commenter la figure 15, qui est un beau résumé de tout ce qu'il faut savoir. Donc, en gros, dans la figure 15, on constate qu'on a des récepteurs membranaires avec des éléments soit liposolubles, soit avec des deux éléments hydrosolubles, que ce soit l'insuline ou le glucagon. Ce sont des éléments hydrosolubles qui vont aller sur leur récepteur membranaire. Donc, le glucagon va aller sur le RCPG, première chose. Et le ligand, l'insuline va se mettre sur le récepteur tyrosine kinase. Donc, lorsqu'on a, et donc ça ne fonctionne pas de la même manière. Le glucagon, quand il va se mettre sur le RCPG, il va avoir son action d'augmenter l'AMP cyclique.
Okay, vous verrez toujours cette réaction-là. Je vous invite à regarder, je crois que c'était la figure 7 du chapitre 11. Vous regarderez tous les RCPG, comment ils fonctionnent. Attendez, je vous dis c'est quoi exactement. Voilà, c'est figure 7 okay, du chapitre 11. Vous verrez tous les RCPG possibles, imaginables. Mais dans tous les cas, ici, on a une augmentation de la MP cyclique et l'action du RCPG grâce au glucagon. Qui va faire quoi, par exemple, qui va faire le glucagon? Qui est une hormone hyperglycémiante qui va faire sortir le sucre des cellules pour augmenter dans le sang. Mais lorsqu'on n'a plus besoin, le RCPG va être endocité. Alors ça, on va l'apprendre comment il se fait endocité grâce aux arestines okay, qui vont reconnaître les phosphates sur le RCPG qui vont lui permettre de se faire endociter. Mais lorsque le RCPG se fait endociter, il va endosome précoce, tardif, lysosome, comme on a vu tout à l'heure. Mais il est plus actif à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est fini le RCPG, il se fait recycler. Okay. Par contre, pour l'insuline, lorsqu'il va se fixer au récepteur tyrosine kinase, lui, son truc qu'il y a, c'est qu'il va s'auto-phosphoryler. Donc, le récepteur tyrosine kinase s'auto-phosphoryler et provoquer sa propre endocytose. Mais ça fait partie de son fonctionnement. Le tyrosine kinase, il n'est pas actif au niveau de la membrane plasmique, il va être actif dans le cytosol. Donc, il va aussi passer par un endosome précoce, un endosome tardif, et à la fin, il se fait détruire dans l'isosome. Mais entre l'endocytose et l'endosome tardif, il va être actif tout le temps. Tout le temps. OK et il va jouer son rôle. L'insuline, son rôle, ça va être quoi? C'est une hormone hypoglycémiante. OK OK, bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. La dernière protéine G qu'on connaît, okay, regardez la figure 13, c'est la protéine G monomérique RAS. Okay, ça, vous la connaissez bien, s'il vous plaît. La protéine G monomérique RAS va permettre okay, de faire ce qu'on appelle une cascade de phosphorylation. Vous savez qu'il y a RAS-GEF qui va activer RAS, okay, qui va se transformer en RAS-GTP. Okay, qui va permettre de jouer un rôle de phosphorylation. Donc, rappelez-moi, c'est quoi RAB, vous vous souvenez? Ça sert à quoi, la protéine G RAB? C'est ce qui permet la fusion. Exactement. La protéine G RAB, qu'on retrouve dans la figure 31 du chapitre 8, va permettre la fusion des vésicules, okay, lorsqu'on a, par exemple, deux vésicules qui vont se rencontrer pour fusionner, pour donner un endosome, par exemple. Donc, RAB, qui est ici, va être nécessaire pour cette fusion. D'accord? Donc, ça, voilà. Et RAS, c'est les deux derniers que vous saviez. RAN, d'ailleurs, pour rentrer et sortir du cytosol. Et RAS, ici, pour faire une cascade de kinase. OK? Voilà. Alors, mais moi, voilà, je vais juste conclure sur ça. Regardez bien donc la figure 21, que vous êtes censé savoir parfaitement, figure 21 du chapitre 11. Qu'est-ce qu'on constate dans cette figure 21? On constate que lorsque... Alors, c'est ce que d'ailleurs j'ai expliqué à mon fils hier. Je vais acheter des livres pas d'anatomie, mais sur le corps humain. Okay, alors, il aime bien le corps humain, les muscles, les os, les machins. Alors, il parlait dans ce livre-là, et vous allez voir l'année prochaine, février, en anatomie, qu'il y a des muscles volontaires, des muscles involontaires. Okay, alors, j'ai expliqué, quand tu contractes, il y a 4 ans, mais bon, il comprend. Quand tu contractes, c'est ton cerveau qui dit contracte. Et je lui dis, il y a des muscles qui sont involontaires. Je dis, par exemple, le cœur, l'estomac, tout ça, ça fait partie des muscles où, sans même que tu le décides, ben, il se contracte tout seul. Et je lui dis, le cœur, par exemple, je lui fais, est-ce que tu arrives à arrêter ton cœur? Il me dit non. Alors, le cœur, c'est bête. Donc ici, dans ce cas-là, juste pour que vous compreniez, ici, on est dans un cas d'une contraction volontaire, puisque ça vient du cerveau. Parce qu'au début, il y a un axone. Donc, lorsque l'axone envoie un potentiel d'action, donc c'est ça la décision de faire quelque chose, ça va activer un canal calcium potentiel dépendant, tout en haut. Vous le voyez, le canal potentiel dépendant? OK. Ce canal potentiel dépendant va libérer du calcium, va provoquer des exocytoses. Vous savez que l'augmentation du calcium va provoquer des exocytoses.
Exocytose de quoi? D'acétylcholine. L'acétylcholine va se fixer sur des récepteurs au niveau de la cellule musculaire. Et c'est quoi ce récepteur au niveau de la cellule musculaire? Comment il s'appelle? Ce récepteur? Hein? Nicotinique. Et combien de domaines transmembranaires? 4. Alors, muscarinique, il me semble, c'est 7. Ça, vous verrez en histo. Et nicotinique, c'est 4. Donc ici, l'objectif du récepteur cationique, qui a 4 domaines transmembranaires, il est de provoquer une dépolarisation de la cellule, okay? Contrairement à l'hyperpolarisation. Donc la dépolarisation de la cellule va permettre de se faire sortir, de faire rentrer le Na et de faire sortir le K+. C'est bon, c'est ça? Faire rentrer le Na et faire sortir le K+. Ok? C'est ça qui a provoqué la dépolarisation. L'onde de dépolarisation continue va aller dans les tubules T, ok, et va provoquer, grâce au trépied, au pied qui est au niveau du réticulum sarcoplasmique, la sortie de calcium. Ok? C'est quoi le récepteur ici qui fait sortir le calcium? Quoi? Figure 21. Voilà. Voilà. Merci, William. C'est le canal de la ryanodine qui va permettre la sortie du calcium. La contraction musculaire, comment la contraction musculaire se fait? On fait baser la tropomyosine dégage. Ok, ça c'est votre chapitre 7. La myosine type 2 va s'accrocher sur le site où il y avait la tropomyosine, et là il y a la contraction musculaire avec la diminution du sarcomère. Ok, et l'unité contractile qui contracte. Et donc le calcium après re-rentre, vous voyez dans le schéma, par une calcium ATPase. Voilà. Et enfin, je finirai sur la figure 23. Alors juste calcéchestrine, c'est quoi ici? Exactement. C'est le chaperon du réticulum sarcoplasmique, donc c'est du musculaire. Mais donc, ça permet de site de stockage du calcium et chaperon, donc ATP dépendant. Oui. La RAC est présente seulement dans le REL ou le REL? Alors ça, c'est pas un REL. Hein. Ça, c'est un réticulum sarcoplasmique. C'est comme un REG. REL, il n'y aurait pas de protéines à l'intérieur. Dans le REL, a priori, il fabrique que des lipides. Ici, c'est un réticulum sarcoplasmique. Je ne sais même pas si on peut le classer, mais c'est le RE de la cellule musculaire. Dan, oui. J'ai une question juste. Quand dans le schéma, là, il y a écrit exocytose au niveau de l'axone, est-ce que ça serait une exocytose régulée? Alors, c'est une excellente question. Pour moi, ça serait une exocytose régulée. Oui. Ok. Donc, vésicule de Clatrine. Donc, si c'est ça sous-entend ta question, c'est vésicule de Clatrine. D'accord. Tu veux que je te dise, ça c'est un des rares cas où je suis assez sûr que c'est une exocytose régulée. Parce que ça ne se fait pas tout le temps, ça se fait que quand tu contractes. Il y a des gens qui contractent, qui sont stressés tout le temps, mais bon, voilà. Quand on contracte, non, je rigole. Quand on contracte, c'est temporaire. Juste dernier schéma, la figure 23, et après je vous laisse. La figure 23, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On a une hormone liposoluble qui, dans le sang, donc, a du mal à se déplacer puisqu'il est liposoluble, donc il a besoin d'un récepteur, un transporteur sanguin. Il va passer à travers la membrane plasmique de manière par diffusion, puis il va rentrer dans le cytosol et il va rentrer par les pores nucléaires. Donc là, on imagine, si vous me dites est-ce qu'il y a un NLS, tout ça, c'est possible qu'il y ait un NLS pour le faire rentrer à travers les pores nucléaires, etc. Et donc, on va rencontrer donc, le récepteur nucléaire, ABCDE, que vous avez dans la figure 22. Il va se mettre sur le domaine E. Il va avoir une dimérisation, fixation au domaine spécifique ERH. OK, fixation au domaine ERH. Et donc, là, il va avoir une action, encore une fois, là aussi, de l'ARN polymérase qui va fabriquer les ARN messagers. Et faites attention, regardez que le récepteur, après, il se fait détruire par ubiquitination. Vous voyez ici, ubiquitination, protéasome, et on revient, sûrement qu'il va être recyclé par la suite.
Donc après, l'ARN messager va donner la protéine qui va ressortir par les pores nucléaires. C'est ce qu'on appelle le FRT, le rétrocontrôle positif. OK? Est-ce qu'on est bon? Voilà. Donc, pardon? Ici. UB, c'est ubiquitine. Donc, faites-moi le plaisir. Pendant ces révisions, maintenant, vous voyez juste la partie avec les différents RCPG, mais vous le faites en 3 fois si vous voulez le chapitre. Vous regardez mes vidéos s'il le faut du mois de juin ou mai que j'avais fait. Mais vraiment, essayez de le finir avant cette semaine au chapitre 11, au moment où vous êtes tranquille. C'est très important. Et essayez le glossaire aussi, je vais le remettre sur le groupe, le glossaire, de le réviser vraiment très régulièrement. Ça vous fait du travail en plus et ça vous permet de remettre les choses en place régulièrement. Et à partir de maintenant, je veux que chaque jour, vous fassiez un ED au minimum. Vous trouvez le temps pour faire un ED chaque jour, c'est très important. Vous faites au moins 20 schémas par jour également en BioC. Okay, et si vous faites un ED et 20 schémas par jour en BioC, quand je dis 20 schémas, c'est même en incluant qu'on s'appelle vous incluez le glossaire, tout ça, quoi. 20, vous passez au moins 1 heure de BioC par jour. Là, croyez-moi que vous devenez des champions en BioC. OK? Voilà, allez, bon courage.